suis Galen Stoff, le directeur de théâtre, mais je ne vais pas trop parler. En fait, je suis très heureux d'accueillir nos invités, Emeline, Lucille et Joanie. Emeline, vous la connaissez peut-être, ceux qui ont assisté à d'autres universités. C'est une initiative quand même depuis 5 ans, sur des thèmes qu'on trouve intéressants. Je vois que là, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au polyamour. Pas mal. Alors là, Emily, je te passe la parole et vous lancez direct. Merci. C'est parti. Merci beaucoup. Donc bienvenue à cette 8e émission. Ça y est, bientôt on va passer à la télé. Ce sera bientôt filmé. C'est enregistré, mais bientôt, ce sera filmé. Donc à cette 8e édition d'université sur le thème du polyamour. Juste pour rappeler l'origine d'université, donc ça a été un souhait de la direction du théâtre d'ouvrir le théâtre au-delà du théâtre et donc de proposer des rencontres sur des thèmes sociétaux que l'on aborde notamment via le prisme d'un spectacle, et c'est le cas aujourd'hui avec le spectacle La Ronde de Joanie Berthe, mais pas que, on a aussi des invités de tout pan de la société, et aujourd'hui nous avons donc le plaisir d'avoir sur ce plateau Lucille Bélan. Donc je vais présenter et Joanie et Lucille, et puis après on démarrera. Donc là, je vais commencer à poser des questions pour lancer la conversation. Et puis, on ouvrira au moment que vous sentirez, au moment le plus opportun, l'échange avec le public. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ferai circuler le micro. Je vais commencer avec des questions, mais si à un moment donné, vous avez envie de partager des impressions, une anecdote, ou si vous avez envie de poser une question, surtout n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Alors, donc, Lucille Bélan, qui est journaliste et autrice de cet ouvrage, qui est Polyamoureuse, confidence d'une jeune femme qui aime au pluriel, et ouvrage que vous trouverez à la librairie qui est dans le hall. Et Lucille sera présente tout à l'heure, si vous souhaitez, pour une petite séance de dédicace. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est un super bouquin. Mais elle n'est pas... elle est journaliste, donc elle est autrice et elle est également la créatrice du podcast Première et Dernière fois. Joanie Berthe, qui est metteur en scène de La Nouvelle Ronde, qui est un spectacle qui est accompagné et présenté par le Théâtre de la Cité et Marionettissimo, est inspiré d'une œuvre de Arthur Schnitzel, écrite en 1897, au titre La Ronde. Et peut-être connaissez-vous le film qui a été adapté de cette pièce, qui a été tourné en 1950 par Max Ophuls. Voilà, peut-être. Max, oui, Max. Je tiens très chaleureusement à remercier Maëka Divel et Émilie Prader pour la préparation de cette rencontre. Je remercie également toute l'équipe technique, et en particulier Sergio et Alain. Donc, merci beaucoup. Alors, avant de vous poser des questions, je crois que tout à l'heure, on s'était dit que c'était important de situer, de contextualiser ces prises de parole. Donc, peut-être, je vous ai présenté brièvement, mais qui êtes-vous et d'où parlez-vous? Lucille. Bonsoir, déjà merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses, ça fait vraiment plaisir. Moi je suis journaliste, je suis autrice, je suis podcasteuse depuis une 15aine d'années maintenant, et je suis polyamoureuse, bisexuelle. J'ai 37 ans et j'en parle dans le livre sur un peu l'organisation, la vie, la vraie vie d'une femme polyamoureuse d'aujourd'hui, qui essaye de tout concilier un peu, c'est-à-dire enfant, carrière, amour, et se pose des questions aussi sur ce que ça peut avoir d'implications politiques, d'engagement, et même de regard des autres. Enfin, globalement, moi je travaille sur l'intime principalement dans mon travail de journaliste, et j'essaye de faire un travail engagé féministe. Voilà d'où je parle. Tu dis un peu, j'ai envie de dire beaucoup. Joanie. Moi je suis metteur en scène, comédien. Je travaille sur beaucoup de sujets de société. Pour moi, chaque spectacle est une vraie nécessité. Et donc, j'ai mis en scène ce spectacle, La Nouvelle Ronde, qui parle globalement de l'amour aujourd'hui, de nos sexualités aujourd'hui,
à travers, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le spectacle, à travers donc, cette ronde d'Arthur Schnitzler et surtout à travers des formes marionnettiques qui sont manipulées et jouées en direct par 6 comédiens et comédiennes. Merci beaucoup. Alors je vous propose de commencer par des définitions. Est-ce que, alors peut-être Lucille, est-ce que tu pourrais nous définir le polyamour ? Alors il y a autant de polyamour que de polyamoureux et polyamoureuses, dans le sens où c'est un modèle relationnel qui s'oppose à la monogamie, en fait c'est le fait juste d'aimer plusieurs personnes en même temps et de décider de vivre ces relations en même temps. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 10 personnes, ça dépend de sa capacité mentale, physique. Mais en l'occurrence c'est un choix qu'on fait et en l'occurrence c'est aussi parfois un choix d'engagement, un choix politique. De sortir d'une norme imposée et d'essayer de construire autre chose. C'est pas la même chose que le couple libre et c'est pas la même chose que le libertinage. C'est vraiment un modèle relationnel avec un engagement qui s'implique, qui est impliqué là-dedans et avec aussi des codes et une éthique relationnelle très très importante pour les polyamoureux et polyamoureuses. Pour les personnes qui connaissent, ça se base aussi beaucoup sur un livre qui s'appelle La salope éthique, qui est un livre qui est vraiment la bible un peu des relations non monogames. Et tu t'es basé, pour cette définition, donc tu te bases sur ta propre expérience et sur l'expérience des polyamoureux et amoureuses que tu as rencontrés et notamment que tu as interviewé pour écrire ce livre. Oui, je m'explique là-dessus. Moi, c'est vrai que j'ai un type de polyamour spécifique, un peu un sous-genre. Le trouble est un sous-genre du polyamour que, pour l'instant, je n'ai jamais vécu, mais moi, je m'épanouis dans souvent 2 relations à 100%. Du coup, je n'ai jamais expérimenté le modèle en groupe type minivan à 6-7 personnes, jamais encore, mais je m'épanouis assez avec 2 relations, avec ce que ça implique, c'est-à-dire que souvent, pour simplifier, j'explique aux gens que je vis un peu une double monogamie, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Je crois qu'on va y revenir sur les avantages et les inconvénients parce qu'on a envie de savoir. La nouvelle ronde, donc c'est un spectacle qui fait partie d'une trilogie qui explore en fait les différentes modalités amoureuses, mais aussi les différentes modalités sexuelles. Et est-ce que Joanie, tu dirais que la nouvelle ronde est un spectacle sur le polyamour ? Ah non. Non. Là, le sujet de cette rencontre, c'est le polyamour, mais la nouvelle ronde, non, c'est quoi nos désirs aujourd'hui, c'est quoi la sexualité. Il se trouve qu'il y a un personnage à un moment qui parle et qui aborde le polyamour, et c'était un sujet que je voulais aborder dans le spectacle. Pour toutes les questions que tu as déjà un petit peu, tous les éléments que tu as commencé déjà à énoncer, le rapport au politique, le rapport à l'autre, le rapport à ce que ça crée aussi comme discussion au sein même des individus, des personnes. La complexité, donc peut-être j'explique un tout petit peu donc la ronde d'Arthur Schnitzler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une pièce avec un principe personnage A qui rencontre personnage B. On a une relation sexuelle qui se passe entre eux qu'on ne voit pas. Donc dans la pièce, c'est vraiment 3 petits points. Il y a 3 petits points comme ça. Et donc on a le avant la relation sexuelle, après la relation sexuelle. Et c'était très hétéropatriarcal, on va dire. Et toujours le personnage féminin qui est dans le oui, non, oui, non, oui, non, je ne sais pas, mais est-ce que vraiment nous devons et différents types d'hommes qui étaient soit assez dominants, soit dans la drague, soit dans la flatterie, soit etc. Et donc ça fait A, B, et ensuite personnage B rencontre personnage C. Donc chaque personnage a 2 histoires sexuelles, on va dire, avec voilà. Et le dernier personnage rencontre le premier. Ça, c'est la structure de la ronde, qui a fait grand débat, qui a été censurée, notamment parce que à l'époque, à Vienne, début 1900, c'était assez, c'était assez dingue d'imaginer que la bonne puisse avoir des sentiments et coucher avec le comte, ou que, en fait, il y avait des personnages de niveaux sociaux extrêmement différents. Et donc les personnages ne sont jamais, si je ne me trompe pas, dans toute la distribution, ne sont jamais nommés, ils n'ont pas vraiment de prénom, et par contre c'est le comte, la bonne, la prostituée, le soldat, c'est des figures en fait pour l'époque. Et donc ça avait été assez censuré, c'était assez virulent. Et donc juste pour recontextualiser, moi j'avais lu cette pièce il y a très longtemps,
C'est une pièce d'ailleurs qui est encore montée, hein, je veux dire, voilà. Mais je m'étais dit, il y a quelque chose d'intéressant dans cette pièce, dans la structure de la pièce, mais pour moi, je la trouvais complètement datée dans le propos sur le désir, sur l'amour. Et donc je m'étais dit, peut-être que ce serait intéressant de faire une sorte de ronde 2.0 en demandant à un auteur d'aujourd'hui d'imaginer des personnes qui vivent aujourd'hui et donc des nouveaux dialogues. Donc on a gardé finalement que la structure, c'est-à-dire 10 personnages, 10 rencontres, et à partir de là on a tout réécrit. Donc on a inventé des personnes, on a inventé des situations, les dialogues, etc. etc. Voilà, c'est juste pour contextualiser un peu. Ça peut m'intéresser d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont vu le spectacle ? Voilà, ok, juste pour que je raconte pas des trucs voilà, et puis que ceux qui n'ont pas vu, enfin voilà, s'il y en a qui ont envie de le voir et que je spoil pas trop, mais qu'en même temps voilà, ok, voilà, c'est tout. Alors du coup, c'est plus sur la sexualité que sur l'amour. Qu'est-ce que la sexualité, qu'est-ce que l'amour ? Le spectacle ? Je crois que c'est un peu les deux. Je crois qu'il y a des personnes dans le spectacle qui dissocient justement la relation sexuelle de la relation amoureuse. Il y a des gens qui ne la dissocient pas. Pour moi, ça faisait partie de la réflexion, de la discussion. J'ai encore du micro, ça va. Ça fait partie pour moi de la réflexion, voilà, du spectacle, de dissocier ou pas. Et donc je crois que les personnages, oui, je crois, hein, sont un peu dans cette question-là. Ouais. Et Lucille, toi qui l'as vu, donc avec aussi voilà, ton bagage théorique et personnel sur la question, est-ce que tu as vu un spectacle sur quoi ? Sur quel sujet, toi ? Moi, c'est une question de représentation aussi. C'est un spectacle qui représente des gens qu'on représente très peu encore, des personnes asexuelles, des personnes trans, des débats, des histoires, enfin des choses dont on parle encore trop peu. La fin de vie, est-ce qu'on peut s'aimer, être en couple libre ? Qu'est-ce que la compersion, qui est une valeur hyper importante dans le polyamour et qui est traitée aussi dans la pièce ? Peut-être à définir ? Voilà, tout à fait, je vous le définis tout de suite. La compersion, très très simplement, souvent de façon schématique, c'est un peu l'opposition, c'est le sentiment opposé à la jalousie. C'est-à-dire c'est le fait de ressentir du plaisir, de la plénitude, de la joie parce que son partenaire, sa partenaire, la personne qu'on aime, ressent ce plaisir, cette joie. C'est-à-dire que sexuellement, ça peut être dans le cas de libertinage, par exemple. Les libertins connaissent très bien ce sentiment. Ma femme vient d'avoir un orgasme incroyable avec quelqu'un d'autre, ça me fait super plaisir. Dans la vraie vie, ça peut être aussi mon compagnon s'est fait la meilleure mousse au chocolat de sa vie ce midi, j'étais pas là, mais je suis contente qu'il ait kiffé. C'est vraiment un sentiment qui fonctionne sur plein de choses et qu'on peut définir vraiment, ça n'est pas que sexuel. Mais la pièce en parle aussi. Donc en fait, toutes ces choses-là sont abordées dans cette pièce et pour moi, c'est vraiment les relations interpersonnelles, mais aussi la définition de soi. Comment on se définit soi par rapport aux autres. Donc c'est pas effectivement une pièce sur le polyamour, par contre c'est une pièce sur les amours multiples, sur la façon de vivre l'amour et de vivre aussi l'amour de soi pour le coup. Et pour travailler sur cette pièce, il y a une double réécriture, parce qu'il y a une réécriture du texte avec un auteur, et puis ensuite il y a un passage au plateau avec des marionnettes. Et cette réécriture, elle a aussi été basée sur des entretiens. Donc aussi, vous avez la modalité de l'entretien en commun aussi tous les deux. C'est peut-être quelque chose sur lequel on aimerait vous entendre. Oui, alors pour moi, c'était la première fois que je faisais un spectacle en commençant par des entretiens, par des témoignages. En fait, le point de départ pour moi, c'était de dire à Yann, à l'auteur, que je me documentais depuis longtemps là-dessus. J'ai moi-même, j'ai aussi un vécu un petit peu par rapport à ça. Mais j'avais besoin intimement de me rapprocher de personnes qui puissent me raconter comment ils vivaient leur relation amoureuse, leur sexualité, pour essayer de comprendre s'il y avait des points communs, pour essayer de comprendre s'il y avait des questions communes, pour essayer, je sais pas, c'était une forme d'intuition comme ça, parce que je l'avais jamais fait, puis moi je fais pas de théâtre documentaire, pas de choses comme ça, je travaille sur des pièces, tout le temps avec des auteurs contemporains, et là, voilà, et donc l'auteur lui avait déjà fait ça, et donc on a fait un appel à témoignages en disant que c'était anonyme, et en disant aussi qu'on n'allait pas prendre les histoires des personnes pour en faire un spectacle collé comme ça, que c'était vraiment juste pour essayer de ressentir ça. Donc on a rencontré une quinzaine de personnes et j'avoue que moi ça a été
très troublant, ça a été très très fort. Moi j'étais assez fasciné parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être très vite en empathie. Donc j'étais là et puis je sais pas, j'étais hyper j'arrivais à j'ai essayé de comprendre, enfin voilà, je trouvais ça en fait très fort. Et je me souviens d'une discussion à la fin d'une des journées de rencontre comme ça, où je dis à Yann Verbure, à l'auteur, je lui ai dit mais tu sais, j'ai l'impression que j'arriverai jamais au plateau à transcrire cette émotion là que je reçois dans la journée. J'y arriverai jamais en fait. Et voilà, et parce que tout simplement il fallait aussi que je prenne un peu de distance par rapport à ça, que de toute façon le théâtre ne peut pas retranscrire ça exactement, ou en tout cas c'est pas ce que je sais faire, il y a des gens qui peuvent le faire, et qu'on allait de toute façon écrire une fiction. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que la plupart des gens que j'ai rencontrés, j'aurais pu faire un spectacle entier sur chaque personne que j'ai rencontrée, sur chaque témoignage en fait. Il y avait vraiment des histoires très très fortes, très puissantes, émotionnellement, dans des parcours de vie. Comme je suis très attentif à ça, il y avait aussi le contexte social, il y avait aussi le contexte des rencontres, l'enfance qui jouait beaucoup, l'héritage. Les gens me parlaient aussi beaucoup de ça en fait, d'où ils venaient. Alors que sans le demander, ils me disaient toujours, alors moi je viens d'une famille comme ci comme ça, ou moi j'ai une petite ville, qu'est-ce comme ça. En fait ça compte énormément dans la construction qu'on se fait de nos désirs. Et moi du coup je dialoguais aussi avec les personnes souvent, parce que ça me reposait moi aussi des questions sur comment j'ai grandi, c'était quoi ma sexualité, c'était quoi mon rapport avec mes parents, comment je voyais ou non leurs désirs entre eux, l'amour qu'ils avaient entre eux, comment j'ai découvert ma sexualité, enfin, etc., etc. Donc ça me posait aussi beaucoup ces questions-là. Et ça a été des moments très très forts. Et il a fallu que je prenne du temps et un peu de recul pour me dire, ok, avec tout ce que j'ai reçu, parce que j'ai vraiment eu la sensation d'avoir des cadeaux, des petits cadeaux de vie qui bouillonnent comme ça, que les gens m'ont raconté, qu'est-ce qu'on en fait ensuite, quoi, pour en faire quelque chose qui puisse être pertinent et théâtral. Et notamment, et peut-être on y reviendra, beaucoup de personnes nous demandaient si on était légitime pour parler pour faire un spectacle là-dessus, qui on était pour faire ça, qu'est-ce qu'on allait faire, évidemment des témoignages, et comment on allait parler d'homosexualité, comment on allait parler enfin voilà, de toutes ces pratiques en fait, et ce qui était d'ailleurs normal, mais ça a été aussi très présent en fait dans les rencontres. Alors peut-être on va y revenir parce que c'est vraiment une question fondamentale effectivement. Est-ce que toi, Lucille, dans ton parcours, est-ce que c'est facile est-ce que les gens se livrent facilement sur leur polyamour? Alors sur le polyamour spécifiquement, mais sur leur sexualité de manière générale et leur vie amoureuse de manière générale, moi j'en suis une spécialité dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai fini par travailler quasiment exclusivement là-dessus. Je pense que c'est aussi parce que c'est pas facile qu'il fallait se concentrer sur ce sujet spécifiquement, et aussi simplement pour la question que pour que les gens vous parlent, il faut qu'ils aient confiance. Et on ne peut pas débarquer en traitant tous les sujets de l'univers qu'il y a quand on est journaliste ou qu'on écrit des livres, et débarquer aux gens et dire bon, alors maintenant vous allez me déballer votre vie sexuelle et sentimentale parce que voilà, je suis journaliste, c'est comme ça. Et du coup j'ai découvert que déjà c'était un travail qui était un peu donnant-donnant, effectivement. Ce travail d'empathie, il est très important. Il faut que les gens sentent que l'empathie existe. Enfin, moi c'est jamais fake pour moi, c'est-à-dire que c'est toujours très clair que ça fait partie de la rencontre. Et globalement, ouais, c'est très très difficile parce que on fait parler. En fait, les gens ont beaucoup besoin de parler de ça, déjà, de manière générale. Et il y a une peur du jugement qui est extrêmement forte. On est garant aussi de ne pas renvoyer un jugement involontaire quand on prend cette parole-là. Il y a aussi toutes les implications qu'il peut y avoir à faire quelque chose qui est assez interdit globalement. Raconter sa vie sexuelle, raconter ce qu'on a ressenti, ce qu'on pense, ce qu'on espère aussi, probablement ce qu'on s'imagine être aussi. C'est quelque chose qui peut être douloureux. Globalement, ouais, moi j'ai vécu des interviews pour Première Dernière Fois spécifiquement, qui est un programme en podcast où les gens me racontaient leur vie sexuelle, de ce qu'ils considéraient être leur première fois sexuelle à la dernière fois au moment où on se parle.
qui est donc extrêmement exhaustif. On faisait des entretiens qui étaient déjà préparés à l'avance avec une série de questions. Je rencontrais les gens, on passait du temps avant. Pendant très longtemps, on buvait des bières, j'avoue, pour un peu aussi créer cet aspect apéro, même si c'est pas idéal pour l'enregistrement. Et puis, du tout, j'ai un réalisateur qui était pas très content. Et du coup, après, on faisait un entretien d'à peu près 1h30 qui était la durée du programme, enfin 1h30. Et il y avait le moins de montage possible aussi, parce que ça peut être aussi très manipulateur, un montage, comme d'ailleurs écrire après une pièce avec un matériel brut. Donc il y a vraiment une énorme responsabilité à prendre cette parole et à la passer. Moi, je pense qu'à force, avec les années, à force de le faire, les gens ont compris qu'ils pouvaient me faire confiance, que j'allais respecter leurs paroles, que j'allais les protéger après de ce qui allait être fait de cette parole, c'est-à-dire que quand on jette sa parole comme ça là c'était anonyme, mais même anonymisé en audio, en vidéo, n'importe où sur internet, c'est extrêmement de violence après, beaucoup de jugement, et à chaque fois je disais aux gens, mais vous savez, il va y avoir de la violence et du jugement, mais vous allez vous rendre compte, c'est moi qui ferai le paratonnerre, et ce sera mon travail de journaliste de prendre cette violence. Et en fait, en réalité, les gens, même les plus méchants sur internet, comprennent qu'il faut beaucoup de courage pour parler. Et généralement, ils m'insultent toujours moi d'ailleurs en priorité. Et ils oublient après d'attaquer l'autre personne. Et c'est une pensée qui est très très rapide comme ça. Et ouais, vraiment, je pense que c'est très important parce que c'est une énorme responsabilité de prendre l'intime des gens comme ça. Mais par contre, on a vraiment besoin. On a besoin d'entendre des seniors parler de leur vie sexuelle. On a besoin d'entendre des jeunes de 20 ans qui ont déjà énormément déconstruit et qui sont hyper cohérents et matures avec leurs réflexions. On a besoin d'entendre tout ça aussi pour casser nos a priori, parce qu'on en a tous et toutes, et notre éducation qui est parfois un peu en retard, quoi. Et moi, ça a été un kiff incroyable de faire cette série d'interviews. J'en ai fait une 50aine quand même. Et de gens de tous âges, de tous horizons, de parcours sentimental et sexuel. Globalement, je suis tombée un peu amoureuse de tous ces gens parce que c'était génial comme moment partagé ensemble. Et après, juste, on pleure en fait. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi j'ai pleuré. Je me suis tapé des fous rires. On a fait des blagues hyper vulgaires, horribles. Et en même temps, c'était cool. J'ai raconté des trucs perso parce qu'on finit par raconter des trucs perso. C'est vraiment des moments particuliers. Mais moi, en général, je disais aux gens, du coup, ce qu'on a fait là, c'est cool. Reprenez-le chez vous et faites-le avec vos potes. Faites-le avec votre grand-mère. Faites-le avec tous les gens qui comptent un peu pour vous, parce qu'en fait, vous allez en apprendre énormément sur vos proches. Et c'est pas sale, ni dérangeant, ni dégradant, ni quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'adorais que ma grand-mère me raconte si elle se masturbe ou pas. Au contraire, je trouve ça super intéressant. Et globalement, enfin, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais en l'occurrence, moi, je le suis. Mais pas seulement elle, en fait, en l'occurrence. Et je pense que c'est quelque chose une sorte d'exemple à donner. D'ailleurs, la nouvelle ronde le présente assez, c'est-à-dire que le temps qu'on a consacré à tomber amoureux de ces marionnettes qui sont hyper touchantes, tous les personnages sont hyper cool, on peut aussi le consacrer aux gens qu'il y a autour de nous, ou aux gens qu'on ne connaît pas, qui ont l'air singuliers. C'est ce temps d'attention qu'on donne, on peut le donner à des gens autour de nous en tout cas. Alors on va revenir sur la question de la légitimité. Là, il y a plein de questions. Là, moi, j'ai envie de vous poser 53 000 questions. Là, je pense que multiplié par le nombre de personnes qu'il y a là, donc ça fait beaucoup de questions. Donc la question de la légitimité. Effectivement, quel est le process ? Est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai le droit de représenter tel et tel personnage ? Est-ce que j'ai le droit de me poser en tant que journaliste de l'intimité ? Voilà, est-ce qu'il y a une réflexion en amont ? Est-ce qu'il y a une réflexion après ? Enfin, quels sont les allers-retours par rapport à cette question de l'autorité en fait ? Moi, je réponds juste tout simplement, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, mon rôle c'est de passer la parole. Donc du coup, c'est plus facilité par mon rôle, c'est de passeur de parole. L'important, c'est la parole de l'autre. Je parle jamais pour les autres. Et en l'occurrence, sur la question du polyamour, il y a quelques témoignages dans ce livre, mais globalement, quand je parle d'expérience, je parle vraiment d'expérience. Donc du coup, en général, voilà, en tout cas, je parle pour moi. Sauf si y a besoin parfois de transmettre une parole et qu'on me demande de parler pour d'autres. Oui, c'est un vaste sujet pour nous, puisqu'on écrivait une fiction, on écrit du théâtre. La question, elle s'est évidemment beaucoup posée tout le temps, elle se pose en fait pour chaque spectacle. La complexité, c'est de se dire, c'est de ne pas s'interdire non plus de faire les choses. Mais en tout cas, la question s'est posée aussi avec les acteuristes qui sont dans la distribution. Donc ils jouent tous deux personnages
en tant que comédien et manipulateur, mais la question s'est posée. Est-ce que je dois moi-même être trans pour manipuler une marionnette qui porte un personnage trans? La question s'est vraiment posée. Avec des débats très différents, ou pareil pour un personnage racisé, ou pareil pour... Voilà. Avec la possibilité aussi peut-être d'enfermement, aussi de se dire alors ça veut dire que en tant que personne racisée, dans cette distribution, il y a plein de personnages, ça veut dire que je dois absolument faire cette marionnette racisée, alors que on était bien d'accord qu'on ne racontait pas l'histoire de l'acteur, c'était pas une autobiographie ou c'était pas une histoire qui était liée à ça, mais la question s'est posée. Et évidemment que moi, en tant que metteur en scène et pour l'auteur, je ne peux pas parler à sa place, mais on s'est évidemment tout le temps posé cette question-là. Et les personnes qu'on a rencontrées, comme je vous disais tout à l'heure, nous l'ont posée. Qui vous êtes pour faire ça? Qu'est-ce que vous allez faire de nos témoignages? Voilà. Et là, ça pose toute la question du théâtre, la question de comment je dirais, d'une création. Est-ce qu'on est obligé au théâtre de raconter notre propre histoire? Est-ce qu'on est légitime à ne faire que ça? Voilà, c'est une question qui est assez centrale, que je trouve assez passionnante. Moi, j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup en fait évolué aussi, et c'est pour ça que je voulais travailler avec des jeunes actrices et acteurs, parce que je voulais aussi leur avis en fait là-dessus, sur le texte, sur ce qu'on allait défendre, sur ce qu'on allait dire. Je crois que j'avais aussi moi besoin de me questionner là-dessus. Voilà, je me suis beaucoup posé moi ces questions-là dans mon rapport intime, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à l'amour, à la sexualité, voilà, depuis que je suis ado. Le spectacle précédent, c'est un spectacle pour l'adolescence, c'est la première fois que je faisais ça, et ça parle de l'avortement. Et c'est vrai que les rencontres qu'on fait systématiquement après le spectacle, on les fait, voilà, qui sont souvent assez longues, assez riches. On part évidemment du spectacle, donc du sujet, l'avortement, etc., etc. Mais on parle aussi finalement beaucoup d'amour et beaucoup de désir. Et ça m'a halluciné en fait de voir comment les ados d'aujourd'hui, donc quand je dis ados, c'est vraiment, si on parle des classes, c'est seconde, première, terminale, hein, d'accord, ont les éléments de langage sur je suis pansexuel, je suis ci, je suis ça. Donc à la fois ça m'a vraiment beaucoup rassuré parce que je me suis dit ça veut dire que la société évolue et que peut-être il y a un petit peu moins de discrimination, parce que moi quand j'étais dans un lycée catholique dans une petite ville, donc le mot pansexuel n'existait pas du tout et le mot homosexuel non plus, et donc dès qu'on se sentait un peu différent, on le cachait, enfin voilà, on le mettait un peu de côté, donc je me suis dit c'est super, la société a vraiment a bougé, et ces jeunes-là sont porteurs comment je dirais, d'une sorte de shaker pour essayer de réveiller un peu les choses et de re-questionner les choses et de se dire qu'on a le droit d'aimer de manière différente, et ça veut dire qu'on a le droit de parler de sexualité. Voilà. Et ce que je racontais d'ailleurs ce matin, parce que je trouve que ça m'est venu ce matin quand on en a parlé, mais l'exemple est assez beau, c'est que à la fois ils sont capables de dire moi je suis scoliosexuel, mais en même temps j'aime pas les étiquettes, et par ailleurs dans le même débat, je me souviens d'un jeune garçon qui a posé la question, qui a dit voilà, moi j'ai une question, donc c'était évidemment sur le spectacle, hein, si ma copine choisit un gynéco, est-ce que ma copine peut choisir un gynéco, et est-ce qu'elle peut choisir, elle, que ce soit un homme ou une femme? Donc je lui ai dit oui, pourquoi tu me poses la question? Oui, bien sûr qu'elle choisit. Il me dit non, parce que moi si c'est un homme, en fait je serais trop jaloux. Donc en fait, voilà, le même peut me dire je suis, j'en sais rien, pansexuel, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il m'a dit à ce moment-là, mais et à la fois cette question-là qui était une question hyper basique et hyper étonnante, surprenante, et en même temps il avait le courage de poser la question, et on sentait bien qu'il fallait, avec l'infirmière scolaire qui est toujours là aux représentations, en fait le guider un peu et lui dire alors voilà, on va reprendre un peu les choses, etc., etc. Mais c'était hyper intéressant, voilà. Et donc tout ça pour revenir à la nouvelle ronde, mais c'est vrai que cette jeune génération, elle porte comme ça toutes ces questions, avec pas toujours, c'est pas toujours trop quoi faire avec, mais par contre, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est peut-être la vision de l'autre
un peu moins discriminante. Voilà, il y a un truc qui me fait plaisir en fait de voir ça. Voilà, d'accepter en fait. Je me souviens d'une jeune fille. Je raconte plein d'anecdotes, mais ça me marque là, ça me revient. On faisait encore des lectures à ce moment-là avant de créer la pièce, et qui était au 2e rang et qui prend la parole dès le début très vite. Et dans la pièce, en fait, c'est leur première fois à cette fille et ce garçon. Ils font l'amour ensemble. Et la demoiselle lève la main. Je me souviens très très bien d'elle. Elle avait un pull rose. Et elle dit, de toute façon, moi, ma première fois, je sais exactement comment ça va se passer. C'est moi qui vais tout décider. Et donc, ça va se passer comme ça, et moi je veux que ça se passe comme ça, et en fait le mec, dans ça, et en fait pour moi c'est hyper important, parce qu'en fait ça, il nous fait tout un truc, ta. Et c'était magnifique, c'est-à-dire qu'en fait elle était, je veux dire, voilà, elle avait 18 ans, 17 ans, j'en sais rien, elle avait un truc très comme ça, qui était très féministe, très, très clair. Évidemment, je crois qu'on était plusieurs à lui dire, si ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça, mais on ne s'est pas permis de lui dire, parce qu'en même temps, voilà, non, parce que qui on est pour lui dire ça? Mais c'était tellement beau, c'était tellement fort qu'elle est comme ça, une chose très, voilà, très, très ancrée dans le sol, quoi. C'était hyper beau. Et si ça se trouve, ça va se passer comme ça. Parce que moi, j'y ai cru, en fait. Je me suis dit, en fait, elle a un truc où elle est en capacité intellectuelle, émotionnelle, de dire, par exemple, si c'est un garçon ou une fille, de lui dire, attends, moi en fait c'est ça que je veux, parce que c'est difficile de parler d'amour, c'est hyper difficile de parler de sexualité. Et je pense que le polyamour peut-être ouvre cette brèche-là, qui fait que dans le polyamour, on est obligé de se parler, de nos désirs et de nos sentiments. Tu parlais d'évolution de la société, et Lucille, voilà, il y a la monogamie, on a l'impression que le polyamour, c'est le phénomène les années 2000, voilà, du 21e siècle, sauf que, en étant bien documenté, même, voilà, c'est pas assez vieux comme le monde, en fait, le polyamour. Mais tous les modèles relationnels sont vieux comme le monde. Heureusement que les gens, déjà les gens faisaient l'amour comme nous il y a 3000 ans. Je veux dire vraiment, à partir du moment où il y a des gens et ils sont équipés de la même manière, ils font globalement les mêmes trucs. On n'est pas très très originaux. Et du coup, c'est plutôt la question de comment on nous a imposé un modèle relationnel unique, qui est celui de la monogamie, comment on nous a imposé l'hétérosexualité. C'est vraiment un modèle qui est couplé d'ailleurs au capitalisme, qui est couplé au patriarcat, capitalisme, qui vont ensemble. Globalement, quand on revient sur l'histoire, alors du coup il y a l'histoire, il y a les questions scientifiques, il y a plein de sciences différentes qui se penchent sur cette question. Nous sommes des animaux avec un ADN qui ne va pas dans le sens de la fidélité de corps, par exemple. Ça a été confirmé encore il y a très très peu de temps par des scientifiques. Il y a des modèles, on sait qu'il y a des modèles de société qui sont lancés, qui n'étaient pas des modèles donc patriarcaux en l'occurrence, donc c'est tout à fait possible, ça existe. Même historiquement, du coup, je suis revenue un petit peu dans le passé sur pourquoi on était monogame. Genre, est-ce que vraiment le modèle relationnel de la passion, du grand amour, de la princesse Disney, en fait, il vient d'où ? Et en fait, c'est très récent. Et ça m'a fait un peu mâcher. Je me suis dit, merde, depuis que je suis petite, on me dit qu'il y a le prince charmant, il y a la princesse, ils partent ensemble, ils font des enfants, trop bien. Et globalement, je n'avais pas compris que c'était un truc inventé un peu comme le Père Noël Coca-Cola, que c'était un truc qui datait du coup de quelques décennies en arrière à peine, que globalement, le mariage, la fidélité de corps pour les femmes imposée, c'est quelque chose qui est vraiment lié au patrimoine, et en l'occurrence à l'héritage, c'est-à-dire que le mariage est une préhension sur le ventre des femmes. En l'occurrence, on veut s'assurer que les enfants qui sortent du ventre de notre femme soient bien nos enfants génétiques, et que du coup, c'est à eux qu'on va bien transmettre notre patrimoine social, notre argent, notre place dans la société. Et ça date à l'occurrence, déjà même dès l'époque romaine, et ainsi de suite. Il y a confirmé après par l'époque napoléonienne. Vraiment, il y a eu comme ça des concertations. On s'est dit, du coup, comment on fait pour être sûr que les enfants qui sortent du ventre de notre femme sont bien les nôtres. Et du coup, les femmes doivent être fidèles. C'est comme ça. Déjà, elles doivent avoir un seul partenaire, et en plus, ça doit être le même homme, du coup, nous-mêmes. Ça a permis à ce que les hommes aient beaucoup plus de liberté, parce que du coup, eux, pour le coup, qu'est-ce qui les empêche ? Donc, techniquement, en fait, on est dans un modèle de monogamie où l'infidélité est assez admise dans notre société un peu latine, d'influence comme ça, justement très, très passionnée.
on parle du polyamour, mais en réalité, il y a tellement d'hommes. Moi, c'est ça qui m'a rendu dingue aussi en travaillant là-dessus. C'est que globalement, on connaît tellement d'histoires d'hommes qui ont une deuxième famille, une deuxième vie, qui ont été avec la même maîtresse toute leur vie. En l'occurrence, est-ce que ces femmes sont vraiment des maîtresses ? Je sais pas. Et donc, globalement, ces modèles-là, on ne parle pas de polyamour, évidemment, on ne met pas du tout cette étiquette-là à ce moment-là. Mais en vrai, c'est quand même déjà la création d'un polycule, puisque du coup, les gens font partie comme ça de la vie des uns des autres. Le problème par rapport au polyamour, principalement, c'est que c'est beaucoup de mensonges, ce qui est l'inverse de la culture du polyamour et de l'éthique du polyamour. C'est des cachotteries, c'est le non-respect du consentement, parce que du coup, on a une autre partenaire, personne n'est au courant de rien. Donc en fait, ouais, c'est ce modèle-là en fait du couple qui reste toute la vie ensemble, de ce couple qui reste fidèle aussi, qui nous est imposé par l'État d'ailleurs. Ça n'est pas que par l'Église. Je crois que c'est dans la pièce ils le disent que du coup à l'Église on se jure fidélité, mais aussi à la mairie. Je suis mariée 2 fois, je suis au courant. Et j'ai pas respecté cette histoire. Tant pis. Désolé, monsieur Macron. Et du coup, c'est cette question de fidélité des femmes, elle est quand même contrôlée par l'État français, ce qui est quand même fou. Enfin, c'est absurde. Et globalement, il y a quelque chose un peu insurrectionnel à choisir un modèle alternatif, à essayer d'inventer son modèle. Parce que le principe du polyamour, c'est juste qu'il n'y a pas de règle. En fait, en gros, à part la règle de respecter ses partenaires, encore une fois, de ne pas mentir, d'avoir une éthique, d'avoir juste un respect de tout le monde, en fait, et que l'on soit tous en bonne intelligence, et qu'il y ait des sentiments. Globalement, à part ça, on peut plus ou moins tout se permettre. Et donc, du coup, c'est une énorme liberté, une énorme pression, mais aussi une énorme liberté, et c'est s'inscrire en dehors du modèle dominant, ce qui peut être assez lourd à porter au quotidien. Et polycule, c'est donc le foyer polyamoureux. Alors ouais, pas forcément le foyer, mais c'est un peu toutes les personnes qui gravitent en fait autour, toutes les personnes pour qui on a de l'amour. Moi, dans mon polycule, par exemple, j'inclus mes enfants. Il y a des gens qui, dans leur polycule, n'incluent que les gens avec qui ils ont des relations sexuelles. Moi, dans mon polycule, j'inclus tous les gens pour qui j'ai vraiment de l'amour, et j'y inclus aussi les amitiés. Parce que je trouve que c'est important de dire que les amitiés, c'est de l'amour aussi. Et quand au contraire, c'est même des relations parfois pour des gens qui durent plus longtemps que ces relations amoureuses. Quand on a les mêmes amis pendant 40 ans, je suis désolée, c'est de l'amour en fait. C'est pas sale de dire ça, c'est pas parce qu'il y a un sous-entendu malsain quelque part, c'est juste que c'est une forme d'amour. Et du coup, moi j'inclus tout ça dans mon polycule. Après, c'est pareil, c'est aux gens de choisir ce qu'il y a dedans. Je trouve le mot assez joli en plus. Il y a un côté un peu étoile et tout. Un peu scientifique, mais moi je le vois un peu. Ouais, on parle de constellation en fait souvent dans le milieu du polyamour. Moi j'aime bien. Vous êtes revenu beaucoup sur le fait de juger ou de pas juger. Alors Joanie, lorsque tu parles du spectacle et de la place du spectateur, tu disais que lors de la création, tu avais vraiment fait attention à ne pas positionner le public en tant que voyeur ou voyeuse. Donc, quelles sont les stratégies adoptées pour éviter ça ? Voilà. Et après Lucille, ma question, ce sera... je te la pose maintenant. Ce sera, est-ce que tu te sens, toi, jugée en tant que polyamoureuse ? Et est-ce que ta mission aussi en tant que... est-ce que tu te sens investie d'une mission que de parler de polyamour pour justement un peu dégraisser un peu ces conventions et faire en sorte que, effectivement, la parole circule. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi une dimension politique dans ta prise de parole ? C'est moi qui commence. Oui, effectivement, en fait, je voulais, quand j'ai écrit le dossier de création, je voulais pas que le public soit voyeur, et je voulais pas qu'on juge, nous, dans l'écriture et dans la manière de faire, et je voulais pas que les spectateurs soient en position de juger des pratiques ou d'autres. Mais je ne sais pas si nous avons réussi cette chose-là. Je l'espère. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le spectacle, est-ce que vous avez senti ça ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de passages par l'humour aussi. Parce que du coup, il y a du sexe dans cette pièce. Pour les personnes qui vont la découvrir plus tard, la problématique sexuelle est vraiment présente. Il n'y a pas 3 petits points qui s'affichent. Et pour le coup, par l'humour, ça marche bien aussi. Oui, et là, pour le coup, je pense que l'objet marionnette est très important pour moi. Donc en fait, moi je pars toujours d'une forme, je parle d'un sujet et donc d'un auteur, et parfois dans mes spectacles il y a des marionnettes, parfois il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi l'interprète qui est au centre et le sujet, et quand je travaille sur un texte,
c'est comme si je partais pas en me disant je vais faire un spectacle de marionnettes, mais je me dis je vais faire une forme, un spectacle, je vais traiter une problématique, un sujet, un texte. Et est-ce que l'objet marionnettique, cet instrument ou même cette prothèse pour le comédien aura un intérêt dans cette dramaturgie. Et donc là, pour la nouvelle ronde, pour moi, c'était assez évident. Il y avait des évidences, on va dire, mentales, techniques, voilà. Et puis, il y avait des évidences qui étaient de l'ordre de l'intuition. Pour moi, faire un spectacle, c'est aussi... enfin, il faut qu'on soit honnête là-dessus. Il y a beaucoup d'intuition, en fait, voilà, dans l'acte artistique. Et donc, je me disais, voilà, je crois que c'est ça qu'il faut, c'est ce type de corps, ce rapport de corps. Peut-être pour l'humour, pour la dérision, peut-être aussi pour décaler un tout petit peu la réalité, bien qu'on cherche à jouer avec ça, puisque nos marionnettes sont un peu, pour cette première fois d'ailleurs dans ce spectacle, un peu maison de poupée. D'habitude, je fais des choses plus décalées, mais là, on a joué un peu avec des décors un peu réalistes, des marionnettes un peu aussi, voilà. Voilà, donc je pense que la marionnette, dans ce cadre-là, m'aide beaucoup. À la fois elle a quelque chose de naïf, à la fois je pense qu'on est surpris quand elle fait des choses auxquelles on s'attend pas forcément, et notamment elle peut faire des choses sexuelles. On aurait pu le faire avec des comédiennes et des comédiens. Moi c'est pas ça que je voulais faire, je me sentais pas capable, alors qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait avec avec la marionnette, avec cette distance, avec ce rapport au corps, avec tout ça. Du coup, est-ce que je me sens jugée en tant que polyamoureuse ? Oui. Je ne sais pas s'il y a des personnes polyamoureuses dans la salle, je pense que oui. En réalité, on le sait, on le voit bien, chaque modèle qui sort un peu de la norme dérange. Je ne vais pas vous dire, oh là là, on est hyper stigmatisé et tout, parce qu'en l'occurrence, il y a quand même moyen de le vivre sans forcément que ce soit mis sur notre front tout le temps. Mais je sais que moi, les réponses que j'ai souvent à ça, c'est toujours un truc qui sort un peu en soirée, un peu bizarre. Et les gens me font, oh là là, moi, je pourrais pas. Et donc déjà c'est souvent un truc que j'entends, et puis aussi des choses comme ah mais du coup mais forcément il y a un loup, forcément du coup il y a donc soit le mari est un peu cocu, soit en fait il y a de la jalousie mais on le dit pas, donc les gens imaginent des choses, fantasment beaucoup de choses, qui disent souvent beaucoup plus de choses sur leur type de relation et sur ce qu'ils vivent que sur ce que moi je vis vraiment, souvent, du coup oui, bien sûr qu'il y a un jugement, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont en réalité heureux dans leur modèle relationnel, que des gens qui sont en couple, oui, des gens qu'on considérait comme fonctionnels par rapport à la société de manière générale, est-ce qu'on attend d'eux ? Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux dedans tout le temps ? Non. Clairement pas. Et du coup, dire nous on essaye un truc différent, alors peut-être c'est un peu dur, c'est un peu fatigant, ça marche pas toujours, il y a aussi des ruptures, il y a aussi de la souffrance, mais il y a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, et quand ça marche c'est génial. Ça réveille quand même parfois oui, un peu d'aigreur aussi. Et puis globalement, ouais, rien ne va dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, on m'a dit, du coup, bon, on prendra tes enfants. Il y a une réponse. En ce moment, je fais vachement de promo pour le bouquin, du coup, donc je suis vachement confrontée à cette parole-là et à ces critiques-là. C'est tout de suite comparé avec la zoophilie, par exemple, ou la pédophilie. Il y a vraiment des gens qui disent tout de suite, ah bah du coup, si vous faites ce genre de truc, la prochaine étape, ce sera de taper des animaux. Et vraiment, je vous jure, c'est incroyable le nombre de gens qui répondent ça. Alors que moi, ça me passe vraiment pas par la tête du tout. Je trouve ça absurde comme idée, comme image, ça va très très loin direct. Mais c'est quelque chose qu'on entend en réalité beaucoup. Et donc on voit à quel point il y a ce truc de déviance en fait. Tout de suite, c'est une déviance. Effectivement, c'est une déviance dans le sens où ça sort de la norme. Est-ce que c'est une déviance dans le sens zoophilie ? Non. Puisque du coup, ça va à l'inverse de la zoophilie parce qu'on demande le consentement des gens et que pour l'instant, on ne peut pas demander le consentement des animaux. C'est quand même un énorme problème avec la zoophilie. Et c'est purement théorique sur ces questions-là. C'est parce que des fois dans mon travail on me pose des questions comme est-ce que c'est un problème d'avoir un fantasme avec des insectes ? Alors je dis est-ce que les insectes peuvent consentir ? Alors on me dit ah bah non, dans ce cas-là il y a un problème. Mais bon du coup donc c'est vraiment oui, il y a du jugement et il est tout de suite très 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 violent. Parce que même une jeune femme très très sympathique, même une fille, une copine d'amis qui vient dans une soirée, qui me dit ah moi je pourrais pas, et ben je trouve ça super dur à vivre.
Parce qu'en l'occurrence, déjà, être polyamoureux, ça veut dire repenser complètement son système relationnel. Ça veut dire inventer ses propres codes. Donc c'est épuisant, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça veut dire qu'il faut faire marcher ses relations. C'est vraiment, c'est ce que tu disais, il faut parler tout le temps. Donc c'est une mise en danger, il faut beaucoup de courage pour pouvoir exprimer ses sentiments, exprimer ses désirs. On est vraiment plus dans le couple éduqué pour cacher ses désirs. Moi je dis beaucoup aux gens, est-ce que vous parlez avec votre partenaire de ce qu'il regarde comme porno ? Et les gens ils disent, ah bah non, surtout pas, j'ai pas envie de savoir. Et je dis, oui, mais du coup, si dans 10 ans vous découvrez que votre partenaire il a des désirs super bizarres qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites d'habitude, bah vous serez pas très contente en fait, et ce sera un problème. Donc si vous parlez au fur et à mesure de l'évolution de votre désir et de votre sexualité, probablement vous tomberez moins de votre chaise. C'est le cas du polyamour, c'est vraiment cette culture de on se suit en fait, on évolue ensemble. Et c'est épuisant, clairement. Et comme tout modèle alternatif, globalement, comme tout ce qui est en dehors de la norme qu'on nous impose, il y a une obligation de réussite. Il faut que ça marche. Moi, en général, quand je vis une rupture, les gens font « Ah bah tu vois, ça marche pas ». Et en l'occurrence, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était après une relation qui avait duré 10 ans, où j'avais connu 2 grandes relations polyamoureuses en même temps, et ça faisait donc 5 ans que j'étais avec mes 2 partenaires en même temps, donc ça marchait. Hein. Et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le polyamour, on s'est séparés avec mon mari. Et vraiment, le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant « Bah voilà, c'est la preuve que ça marche pas ». Je fais, enfin, je sais pas, ma relation a quand même duré 10 ans, on a 3 enfants, ça va. Et globalement, en plus, toutes les bonnes choses qu'on aura appris du polyamour, toutes les réflexions, tout le respect qu'on aura appris à dialoguer ensemble, parce que c'est quand même aussi une mécanique, une gymnastique. Quand on commence, après, c'est difficile au début, mais après, c'est de moins en moins difficile. Globalement, on va s'en servir aussi pour notre séparation. Donc, en fait, moi, j'estime que c'est plutôt une réussite. Globalement, ouais, en fait, c'est ça la difficulté du polyamour aujourd'hui. C'est qu'il faut prouver tout le temps que ça fonctionne, prouver qu'on est plus sain que tout le monde, faut prouver, par exemple, moi, ça m'arrivait de mettre mes 2 partenaires en même temps à la même soirée et que les gens voient qu'on se lançait pas des regards méchants et qu'il y avait de la jalousie qui traînait. Et à la fin de la soirée, les gens disaient « Ah, c'est incroyable, ça se passe super bien ». Je sais, bah oui. C'est le principe. Mais vraiment, oui, il y a vraiment, même des amis, même des gens proches, la preuve par l'exemple est hyper importante. C'est difficile de se dire qu'on est l'étendard de quelque chose alors qu'on l'a pas choisi. Quand on se dit polyamoureux et qu'on le présente comme ça au monde, on représente le polyamour. Ce qui est absurde quand on sait à quel point il y a plein de polyamours différents. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment la difficulté. Est-ce que je me sens étendard de cette cause-là ? C'est une vraie question. C'est très difficile d'être polyamoureux out, parce que donc, du coup, tous les jugements qu'on vient de dire, plus on vieillit et plus, en l'occurrence, on peut être jugé à son travail, par exemple. On peut être jugé, en l'occurrence, dans sa famille. Plus les gens vieillissent et moins on a envie d'avoir des grandes conversations avec eux, où on leur dit « Ah bah au fait, je suis polyamoureux ». Voilà, on se dit « J'ai pas envie d'avoir cette conversation avec mes parents à 45 ans ». Et globalement, ça s'entend comme raison. Il y a plein de raisons qui font que c'est difficile d'être out polyamoureux, et elles sont très compréhensibles. Donc il y a beaucoup de polyamoureux qui sont cachés. Moi, je sais que dans mon travail, quand je récupère des témoignages, les gens me disent « Bon, bah alors là, tu vas mettre un pseudo ». J'ai fait des interviews vidéo pas mal, et donc moi, je suis comme ça. Et les gens ont une perruque rose avec des lunettes de soleil. Et c'est tout à fait... Alors moi, je trouve ça cool, parce que ça me fait marrer. Mais globalement, je sais aussi que c'est parce que, à défaut d'être de la honte, c'est juste que... ils sentent pas d'arriver au travail lundi matin et d'être peut-être vus par le patron, par machin, qui se disent « Ah bah vous vous éclatez le week-end avec tes 2 partenaires ». C'est très fantasmé sexuellement, le polyamour. Il y a vraiment ce truc, on ne l'a pas abordé, mais vraiment, quand on parle de polyamour, les gens se disent « Oh là là, les partout ce que vous devez vous faire ». Et vraiment, tout de suite, les gens imaginent tout. Mais c'est pour ça qu'on dit « On va te prendre tes enfants ». C'est parce que vraiment, on imagine que toute ma capacité d'organisation est basée sur l'organisation de partout géante. Et j'aimerais bien... Et c'est pas mon travail, malheureusement, ni ma passion. Et en plus, j'ai jamais eu de partenaire dont la sexualité était compatible. Vraiment, moi, personnellement, je l'ai pas très très peu vécu. Mais le fait est que c'est tout de suite très sexualisé. Et moi, j'ai fait ce travail-là, enfin ce choix-là en tant que personne féministe engagée, de m'engager à parler de polyamour et de mon polyamour pour essayer de casser cette image-là. Parler évidemment pour tous les gens qui sont polyamoureux et qui n'osent pas le faire, et essayer de dédramatiser cette question, quoi, de dire arrêtez de fantasmer, ou si vous fantasmez vraiment sur les partouzes, posez-vous des questions, faites-en. Mais d'ailleurs, le Théâtre de la Cité organise bientôt. Il y a plein de monde dans cette salle, très peu de place. On est déjà...
ça se réchauffe déjà. Mais du coup, oui, je pense que vraiment, il y a forcément, en fait, mais je pense qu'après, toute personne queer, toute personne LGBT, toute personne trans le sait qu'elle représente quelque chose, en fait. Que malgré tout, il y a quelque chose à porter. Quand on est comme ça dans le monde, et on est obligé, malgré tout, de représenter. C'est comme ça. Ça ne doit pas forcément être une souffrance, ça ne peut pas forcément être un fardeau. C'est pour ça que se retrouver en communauté est une chose très bien, parce que du coup on partage ce fardeau ensemble. Et c'est le cas pour les polyamoureux qui se regroupent dans toute la France dans des trucs qui s'appellent les cafés polis, où en gros ils boivent des coups et ils parlent de leurs relations. Ils organisent toujours pas des partous, désolé, mais ils parlent de leurs relations, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qu'ils vivent, ils partagent des expériences cool, et globalement c'est ni plus ni moins que des apéros avec des gens qui partagent les mêmes expériences de vie, et c'est très chouette. Donc il y a aussi une communauté poly qui existe, c'est quand même la preuve aussi que c'est effectivement une étiquette, comme une étiquette d'autre chose. J'ai envie de poser encore plein de questions, mais il faut que j'arrête, parce que je pense que vous en avez aussi beaucoup. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole, ou quelqu'une? En fait, je remarque, donc de par tout ce que Lucille vient de dire, que en fait, c'est le poids qu'on fait peser aux femmes polyamoureuses, le stigma qu'on fait peser aux femmes polyamoureuses, en fait, il se retrouve dans plein d'autres domaines aussi. Et du coup, ça me fait penser que c'est pas seulement le polyamour qui fait que, mais vraiment le sexisme et le patriarcat et tout ça. Parce que, en fait, moi, je travaille dans le porno. Et toutes les choses que Lucille entend en tant que polyamoureuse, ce sont exactement les mêmes choses qu'on me dit à moi dans le porno. Le classique en soirée, genre « Ah, moi, je pourrais pas ». Écoute, Micheline, c'est pas grave, personne te demande de le faire, en fait. Donc, si tu peux pas, il n'y a pas de souci. Et pareil, les gens qui me disent « Ah, putain, les partout ce que tu dois faire ». Jamais, c'est pas jamais en fait, c'est pareil, de prendre plein de projections de fantasmes, et la même chose de ah oui, bah du coup si tu fais du porno, autant être zoophile ou autant être pédophile, etc. Et c'est vraiment tous ces mêmes trucs qui font que en fait, dès qu'on s'écarte un peu de la norme, tout de suite les gens ils projettent que genre on est les pires personnes, les déviants, les criminels en fait, hein, parce que bon, vraiment la pédocriminalité c'est un crime, hein, et du coup vraiment ils projettent, dès qu'on est une femme et qu'on s'écarte un peu de la norme, donc là en plus si je leur dis que je suis polyamoureuse et que je fais du porno, bah là c'est terminé, hein, je pense, hein, donc voilà. Mais du coup ouais, vraiment c'est une réflexion qui me fait du coup c'est très triste parce qu'effectivement on peut pas toujours être out parce que on est en fait on représente en fait, et on est obligé de devoir se défendre de ses choix de vie tout le temps, et de devoir expliquer aux gens que ben non en fait être polyamoureuse c'est pas pareil que être zoophile, et du coup enfin on n'a pas envie d'avoir ces conversations en soirée, enfin en tout cas moi non, donc vraiment ouais, et je pense que c'est un truc vraiment beaucoup plus global qu'on fait peser sur les femmes quoi, enfin je pense, hein. Bah, je l'ai pas abordé, mais déjà c'est une femme qui est polyamoureuse dans la pièce, et ça m'a vachement touchée. Parce qu'elle est super badass, pour les gens qui verront la pièce ou qui l'ont déjà vue. Je trouve que c'est un personnage qui est très très fort et très très cool. Effectivement, globalement, en plus j'ai la tête rasée, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Et globalement, on met le doigt à chaque fois dans un engrenage. En fait, la question d'être une femme libre, elle est vraiment primordiale. Faire un choix, par exemple, moi je suis une femme polyamoureuse, mais j'ai toujours été en couple avec des hommes monogames, par exemple. Eh bien, c'est très 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 mal vu. Bizarrement. J'aurais été un homme polyamoureux avec des femmes monogames, j'aurais été le roi du monde. Et donc du coup, globalement, c'est vrai, c'est ces questions-là. La question d'être, est-ce qu'on peut ou pas dans la société aujourd'hui être une femme libre, c'est-à-dire avoir sa sexualité, avoir le droit d'avoir des sentiments, de l'amour, faire un travail différent, être différente en fait tout simplement, puis faire ce qu'on veut. Globalement, c'est un problème. Et c'est quelque chose qu'on nous rappelle. Il y a un rappel à l'ordre qui est permanent, que ce soit un rappel à l'ordre social, c'est-à-dire en soirée avec des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît, dans la rue, globalement aussi beaucoup. C'est pas écrit que je suis polyamoureuse sur mon front, mais globalement entre mon apparence physique, la façon dont je me présente au monde, et globalement si je marchais avec mes deux partenaires en même temps, ou même globalement embrasser une femme dans la rue pour une femme, c'est difficile. C'est difficile dans plein de villes de France. Moi, je suis de Paris, et à Paris, c'est difficile aussi. Les gens sont pas plus déconstruits à Paris, bizarrement. Et globalement, ouais, tout ça, toute sortie de normes est payée vraiment très fort. On est encore en train de changer ça doucement, de se battre contre ça. Mais il y a un truc qui s'appelle le backlash, qui est la réponse réactionnaire à tout ça, et elle est extrêmement
extrêmement violente. D'où le fait des insultes en fait sur Internet, d'où les agressions, les micro-agressions en soirée dans la rue. Et pour le coup, c'est là que la pièce est importante, c'est qu'elle est une question de représentation en fait, tout simplement, de représentation sans jugement, juste comme ça. Ces gens existent. Ces gens ont le droit d'aimer, ces gens ont le droit de baiser, ces gens ont le droit d'être heureux ou malheureux. Et c'est déjà énorme en fait. Juste ça, juste les faire exister, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà un acte politique fort. Juste de base, exister, c'est déjà un acte politique fort. D'autres questions, remarques? Ouais. Alors moi je me posais la question au niveau de l'organisation parce que je pense qu'on a tous 24 heures dans notre journée, tous 7 jours dans notre semaine, on n'a qu'un seul Noël par an et comment est-ce que toi tu gères en fait cette organisation en fait? J'en parle un peu dans le livre parce que pour moi c'est hyper important effectivement. Il y a la théorie, genre on pourrait se dire polyamoureux, polyamoureuse, en fait je suis d'accord à 100%, je suis contre la monogamie et tout. Et après il y a la pratique. Et la pratique, là il y a un monde en fait, je veux dire, c'est vraiment autre chose. Effectivement, plus on a dans nos sociétés où tout est productif, c'est hyper compliqué déjà de s'inscrire dans le polyamour parce que ça veut dire qu'on consacre beaucoup de temps, à la fois de cerveau disponible, mais aussi physique, à ces relations amoureuses et à ces relations sexuelles. C'est pas prévu dans l'agenda, en l'occurrence gouvernemental, sociétal. Enfin, je veux dire globalement, tout ça est du temps perdu au capitalisme globalement. Et donc, il faut trouver des parades. Donc déjà, globalement, oui, on s'inscrit en dehors de cette norme-là. Et puis après, c'est de l'orga pur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils. Heureusement, en fait, on utilise les outils entrepreneuriaux, les outils du capitalisme pour les détourner à des fins de polyamour. En l'occurrence, l'application Notes partagée fonctionne très très bien pour éviter de s'envoyer 3000 SMS. Les conversations SMS à plusieurs, maintenant qu'on peut s'envoyer 3000 SMS, on peut les avoir à plusieurs, ce qui permet de faciliter beaucoup de choses. Les Google Calendar, pour avoir un calendrier partagé puis des calendriers séparés, des ordres de priorité. Mais après, tout ça, c'est de la communication de base. Ça, c'est des outils pour aider à la communication. Et puis après, il y a aussi la question du logement qui se pose, parce que du coup, on est quand même en situation de crise du logement. À l'origine, moi, quand j'ai découvert que j'étais polyamoureuse, j'ai découvert les livres de Françoise Saint-Père, qui est la papesse du polyamour en France. On n'est pas de la même génération, et du coup, qui écrivait que pour elle, du coup, c'était hyper important d'avoir ses domiciles avec ses partenaires, et aussi son appart à elle. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué. Même si j'envisage peut-être une succession un jour, je vais jamais avoir tous ces trucs immobiliers quoi. Je serais ouf d'avoir tout ça. J'ai déjà du mal à avoir un appart. Et globalement, du coup, c'est très 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 compliqué de faire ça. Moi, j'ai fait le choix, mais c'est un choix personnel encore une fois, de travailler plus. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de travailler plus pour aimer plus. Ce qui est dans le sens, je vais m'expliquer là-dessus, c'est qu'en gros, je voulais pas que le coût du polyamour, parce que du coup, quand on a 2 partenaires, on a 2 fois plus de sorties, par exemple, 2 fois plus de courses, 2 fois plus d'appart, donc, je voulais pas que ça pèse sur mon couple originel, le premier couple, avec lequel j'avais un compte commun, des enfants et tout. Et dès que j'allais au resto ou en sortie ciné ou machin, je me disais, c'est pas possible que ce soit avec mon mari qui copaye mes sorties avec mon partenaire. Donc, du coup, je me suis dit, je vais travailler plus. Je vais être une femme super indépendante et globalement, je vais réussir à me payer cette vie, en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que je aussi m'empêche d'avoir des relations parce que je ne suis pas 100% disponible parce que j'ai besoin de ce temps de travail. Mais c'est ma solution actuellement, qui m'a permis d'ailleurs après d'envisager sereinement la séparation aussi. Parce que du coup, devenir une femme totalement indépendante financièrement, c'est d'être une femme qui est capable de quitter des gens. Il y a eu pendant des années, pendant des décennies, des femmes qui sont restées en couple avec des hommes parce que financièrement, elles ne pouvaient pas se loger, elles ne pouvaient pas vivre. Donc globalement, ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine et libre, d'être vraiment une femme libre pour le coup. Et puis après, c'est vraiment... moi j'ai de la chance, du coup, en fait, c'est le cas. Normalement, des polycules équilibrés, les gens s'entendent bien, les gens se respectent, voire ils s'aiment bien. Et très très vite, mon dernier partenaire en date, pendant que j'étais encore avec mon mari, a été inclus à notre vie de famille, pas en habitant à la maison évidemment, mais en étant inclus aux anniversaires, aux moments importants. Globalement, c'est juste une place de plus à table, une entrée de plus en un parc d'attractions. Et ça rend les enfants hyper heureux parce que du coup, ils ont un adulte de confiance supplémentaire. Aussi, une expérience de la vie supplémentaire, c'est hyper important. Chez les parents, en fait, on dit beaucoup il faut un village pour éduquer des enfants. Et on vit dans un monde capitaliste où c'est pas du tout le cas. Les femmes qui ont des enfants le savent, elles sont souvent toutes seules. Et en l'occurrence, un des apports du polyamour,
qui m'a été apporté, je fais une micro-parenthèse, par la littérature souvent anglo-saxonne, où il y a beaucoup plus de recul, on a beaucoup plus de retours, en l'occurrence du côté de San Francisco, du côté d'anciennes communautés. Il y a déjà des enfants de polyamoureux qui ont une trentaine, quarantaine d'années, qui ont écrit des livres sur le sujet, sur comment ils avaient vécu le fait de grandir dans un polycule. Surtout dans des communautés un peu babacool quand même, mais on sait quand même s'ils sont un peu pas bien dans leur tête ou pas, quoi. On sait que ça, en tout cas, ça les traumatise pas. Et donc, ça m'a fait du bien de lire ça en vrai. Et en l'occurrence, c'est hyper important quand on a des enfants de se dire, du coup, on a une personne de plus pour aider aux anniversaires. On a une personne de plus pour juste être là, en fait, apporter une expérience de vie. C'est vraiment, moi, là, c'est vraiment, ça fait partie des apports du polyamour. En l'occurrence, je pense que mes enfants ont bénéficié du polyamour, vraiment. Et après, en fait, vraiment, ouais. Le seul truc chiant, c'est quand on est là tous ensemble, on est 6, et du coup, c'est pas pratique pour les voitures. Mais c'est le seul truc qui me vient. Parce que du coup, en vrai, oui, sur l'organisation stricte, pendant longtemps, j'ai eu un peu ma maison dans un sac de week-end. Parce que je passais vachement d'une maison à l'autre. Et j'ai eu besoin à un moment justement d'avoir ce deuxième domicile avec mon compagnon pour légitimer la relation. C'était important pour moi qu'il y ait mon nom sur la boîte aux lettres, mon nom sur le bail, et que notre relation soit... c'est les trucs qu'on se met dans la tête. Et donc je m'étais dit, j'ai besoin de ça. Mais j'avais aussi besoin en réalité d'avoir vraiment toujours des petites culottes dans l'autre appart, ma brosse à dents, des trucs de vie de base en fait. Parce que ça rend hyper... c'est pas très confortable, c'est pas très bon pour la santé mentale d'avoir toujours le minimum vital dans un sac de voyage et de passer d'une maison à l'autre. C'est pas bon en fait. Et vraiment là, pour les polyamoureux et polyamoureuses, je conseille de se poser, de trouver sa place, de prendre sa place, de la revendiquer vraiment. C'est-à-dire que c'est pas forcément en prenant son nom dans le bail toujours à chaque fois, mais globalement d'avoir une place dans les appartements, d'avoir la place pour ses affaires, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Sur un truc purement organisationnel, par exemple, moi j'ai dit à mes 2 partenaires à un moment, je devenais dingue à cause de la charge mentale quand même, parce que j'étais habituée de la voir, donc du coup je la prenais doublement, parce que je me suis dit, bon, je suis une femme, donc je vais prendre la charge mentale doublement, enfin c'est normal. Puis en plus on me dit beaucoup que comme on te culpabilise d'être polyamoureuse, du coup je me disais, bon, c'est mon tribut à la société, je vais prendre double charge mentale, tant pis. Et en fait c'est bête, du tout, on peut pas tenir la charge mentale de 2 relations en même temps avec des hommes. Et du coup je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout dans ce truc de revendication, je vais vraiment assumer le truc jusqu'au bout. J'ai dit à mes 2 partenaires, je ne peux pas penser si j'ai assez de serviettes hygiéniques et de tampons dans chaque maison. Je n'ai pas envie de vérifier à chaque fois que j'y vais. J'ai pas envie de vous donner mon application de menstruation. Donc en fait, démerdez-vous. Juste à chaque fois que je vais dans une maison, je veux être sûre qu'il y ait le minimum vital. Et donc vous faites les courses, vous vous débrouillez, il y a toujours chez vous de quoi au cas où. Voilà. Et c'était pas juste sur ça, c'était aussi sur tout le reste. Mais j'ai aussi délégué la charge mentale de mes menstruations à mes partenaires. C'est jusqu'où ça a été. Donc en fait, je pense que c'est très très important parce qu'il y a un temps quand même sacrificiel. Surtout en tant que femme polyamoureuse, on se dit vraiment, c'est à moi de faire des efforts, c'est à moi de payer le prix, c'est à moi d'être fatiguée. On se tape une double charge sexuelle parce qu'on se dit il faut que je sois toujours disponible sexuellement pour la personne avec qui je suis. Et du coup, on se rend compte que 100% du temps, on peut pas être disponible sexuellement, c'est absurde. Il faut du temps où on est en pyjama aussi. Et donc du coup, mais ça on le découvre à l'utilisation, en réalité, c'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve à faire un vrai burn-out, à se dire mais on est épuisé mentalement et physiquement, on se dit mais c'est pas possible, je tiens pas, j'ai pas la force d'être polyamoureuse. Et en fait si, il faut réinventer ces codes, il faut se dire du coup c'est pas à moi j'ai pas à être disponible sexuellement tout le temps déjà, c'est pas à moi de m'occuper de tout, c'est pas à moi de gérer tout, c'est pas à moi de me sacrifier et en fait en l'occurrence je dois rien à personne. Et ça, c'est vraiment un truc assez difficile quand on est une femme polyamoureuse de se le dire. Ça m'a pris quand même quelques années avant de l'assumer complètement. Mais ça prend quelques années à déconstruire, ça c'est sûr. Parce que ça va à l'inverse de ce qu'on nous a appris à faire. Donc voilà, un peu pour l'orga. Mais après, c'est à tout le monde de faire sa sauce, globalement. Une dernière question, peut-être ? Pardon, hop. Bonjour, pardon, parce que je suis anglophone de base. Je vais... J'avais une question sur le spectacle que vous avez dit que vous avez questionné sur si vous avez le droit de représenter ça. Et je me demandais où vous en avez arrivé avec cette question. Et aussi, si les gens qui vous avaient fait des interviews avec, si à la fin ils ont vu le spectacle, vous avez quoi comme retour? Sur les gens qui... Oui, il y a pour l'instant 3 personnes à ma connaissance qui ont vu le spectacle et qui m'ont fait des retours. Après, comme on n'a pas, ils peuvent pas se retrouver dans les personnages exactement. Donc, je pense pas qu'ils se soient vus en se disant ah ça c'est moi, ou tu vois, parce que des fois on prenait juste
une toute petite chose, des fois on n'a rien pris, des fois, enfin, tu vois, voilà, mais ce qui était assez beau et que j'ai entendu de ces personnes-là et d'autres personnes qui sont venues voir le spectacle, c'est qu'ils m'ont dit on se sent représenté et ça nous fait du bien. Donc ça, moi, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, mais tout ça est très délicat. Et après, sur ta question, c'était sur où est-ce que j'en suis de ma légitimité, c'est ça, à faire ça? Moi, je me sens légitime. Sinon, je pense que je l'aurais pas fait, ce spectacle. Après, je me sens légitime avec plein de, comment je dirais, plein de questions, plein de fragilités, plein de... mais en tout cas, comment je dirais, j'ai jamais fait de spectacle où je raconte exactement ma propre histoire, où j'ai l'impression pourtant d'être hyper présent dans mes spectacles. Les gens qui me connaissent bien voient exactement ce qui est de moi dans tel spectacle, etc. Mais je n'ai jamais fait de spectacle autobiographique parce que je suis pas sûr d'avoir une histoire si intéressante à raconter, tu vois, à des gens qui viennent. Voilà, ça, ils payent leur place, tu vois. Bon, voilà. Donc j'essaye plutôt de raconter des choses qui me parlent, qui me touchent, qui, voilà. Par exemple, voilà. Sur le polyamour, je me suis posé la question parce que j'ai eu la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était en polyamour, ma toute première fois, je savais pas vraiment ce que c'était, donc je pense que j'ai été comme plein de personnes assez maladroit, je savais pas trop comment, etc. Tu vois. Et il m'est arrivé une chose que j'ai trouvée pour moi hyper forte et je me suis dit est-ce que je mets ça dans le spectacle? Et j'ai pas trouvé, tu vois, je me suis dit ça, je vois pas comment ça peut se lier là-dedans, je vois pas pourquoi je mettrais ça, je vois pas, voilà. Et en gros, cette histoire, elle m'a fait comprendre plein de choses. C'est que tout simplement, j'ai rencontré un garçon qui était en polyamour. J'ai trouvé ça incroyable, justement, comment il s'organisait, comment c'était extrêmement simple comme ça pour lui de parler de ça, de parler de désir, de parler de sexualité, de parler de ses polyamoureux, etc., etc. Et au bout de quelques mois, j'étais assez jeune et je sais pas, j'étais un peu perdu avec ça et je lui ai dit écoute, je pense qu'il faut qu'on arrête parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va pas, qui me va pas, en fait, etc. Donc on a beaucoup discuté de ça et bêtement, mais avec un peu d'ironie parce que je savais. J'étais dans une période en plus où j'étais pas avec des gens, ça fait longtemps que j'étais pas avec quelqu'un, que j'étais pas vraiment amoureux, tu vois, et je tombais amoureux un tout petit moment avec lui, et puis il y a quelque chose qui me perdait un peu, bon voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ma petite vie, mais et en fait il s'est mis à pleurer quand je lui ai dit qu'il fallait qu'on se sépare, et j'ai pris une bonne baffe parce que je me suis dit ah oui d'accord, en fait c'est pas parce qu'il a d'autres amoureux que tout à coup il ressent pas de la tristesse, et j'ai pris une énorme claque parce que après, on en a un peu rigolé parce que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humour et donc j'ai pu lui dire, en sachant très bien qu'il allait me foutre une baffe, je lui ai dit ça va, t'en as deux autres, tu vas pas non plus, voilà. Ce qu'il ne faut jamais dire évidemment à un polyamoureux. Mais comme je suis quelqu'un de très insolent, il savait très bien que j'allais lui dire ça de toute façon. Je lui ai dit ça va, je dis voilà. Non, mais je trouve ça très beau parce que en fait, je me permets là de le raconter parce que pour moi, en tout cas, à ce moment-là, ça a été une sorte de vérité implacable de se dire que c'est pas parce que tu es amoureux de trois personnes que l'amour est divisé en trois et que finalement une rupture c'est moins grave. Enfin tu vois, peut-être que j'étais très naïf, peut-être que c'est un gros cliché et que tout le monde est au courant de ça, hein. Mais en tout cas ça m'a vraiment marqué parce que je m'attendais pas à cette réaction là, tu vois, qu'il soit aussi marqué, aussi fort, voilà. Et à un moment je me dis peut-être qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre, parler de ça, de qu'est-ce que c'est que le polyamour et comment tu peux être extrêmement triste parce que finalement tu quittes quelqu'un et que c'est pas parce que tu as deux autres personnes qui t'aiment que tu ne vas pas être triste. Parce que parfois quand on vit l'amour, on a l'impression que parce qu'on est célibataire, on est en manque de quelque chose et que parce que quelqu'un nous quitte, ça veut dire qu'on n'est plus rien aux yeux de la société, quoi. Et tout à coup, je trouvais ça joli de renverser ça et de se dire ah oui, en fait, t'as beau avoir deux amoureux à côté ou deux amoureuses, voilà. En fait, le fait d'avoir une personne avec qui ça ne fonctionne pas,
eh ben, ça peut te rendre extrêmement triste. Et j'aurais par exemple souhaité, tu vois, le mettre dans le spectacle parce que c'est une chose qui m'est arrivée, mais on a, voilà, c'était pas cohérent, je sais pas, c'était pas, voilà, ou peut-être ce sera autre chose, mais voilà. Mais j'essaie de me dire que je suis légitime pour faire ce spectacle, comme pour parler par exemple d'avortement, tu vois, où pourtant il y a eu une journaliste qui, à juste titre, a dit bah, ok, le texte est écrit par une femme, il est joué par une femme, mais c'est quand même un homme qui met en scène. Tu vois, je me le suis pris quand même de manière un peu virulente, et j'accepte. Je dis, ok. En même temps, je sais, là je ne vais pas expliquer tout ça, mais je sais exactement pourquoi je l'ai fait ce spectacle, pourquoi ce texte m'a touché, pourquoi je voulais le monter. Mais ça a été quand même, tu vois, un espèce de truc comme ça, c'est quand même un homme qui le met en scène, et je comprends très bien, tu vois. Mais je sais exactement pourquoi j'ai voulu faire ce spectacle-là, par exemple. Alors qu'évidemment, je ne sais pas ce que c'est que d'avorter, bien sûr. Je me tourne vers Émilie. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui. Peut-être, Lucille, tu voulais réagir? Non, je suis tout à fait d'accord. Okay. Oui, moi j'avais envie de poser la question et de développer peut-être la dimension politique du polyamour. En quoi du coup le polyamour serait un acte aussi anticapitaliste? Il va pas dans... Alors justement, en l'occurrence, il y a la question de la consommation. On surconsomme quand on est polyamoureux, puisque du coup... on multiplie les trucs, mais ça va à l'inverse d'une. Il y a aussi dans le polyamour, moi j'en parle un peu dans le livre, en fait quand plus on vit des relations avec plusieurs personnes, puis on se rend compte de l'importance d'être seul. Et en l'occurrence sur la question du célibat par exemple. Et moi je suis pas célibataire, ça fait quelques années déjà que j'ai pas été célibataire, mais en l'occurrence j'ai appris à avoir du temps où il se passe rien dans ma vie et où je suis toute seule, parce que j'ai besoin de ce temps de déconnexion. Et ça en l'occurrence c'est pas du temps ni de production ni de consommation. Et je pense que ça c'est important de le souligner. En plus on finit par avoir aussi des façons de résoudre, d'aller un peu contre le système entre guillemets, ou d'aller chercher des façons de consommer différentes aussi, parce qu'on est polyamoureux. Je pense en l'occurrence à un couple qui m'a raconté qu'ils étaient en train de monter une SCI pour acheter un appart ensemble. Je pense pas que ce soit une situation qui a été pensée quand on a créé la SCI, donc Société Civile Immobilière pour les gens qui savent pas, qui est un système qui permet d'acheter de l'immobilier avec des parts définies, qui est surtout un truc d'optimisation fiscale pour la plupart des gens. Et en l'occurrence, pour les polyamoureux, ça marche aussi. Donc c'est des choses comme ça en fait, c'est repenser un peu le monde, ce qui est déjà toujours un petit peu une attaque au capitalisme évidemment. Et puis après sur la question politique stricte, les féministes le répètent à longueur de temps et elles ont raison, l'intime est politique. La question intime et politique, c'est ce que je disais à propos de se présenter au monde et donc d'abîmer l'image qu'on peut avoir des femmes de façon classique. Moi je me présente au monde en tant que mère aussi, et donc entre mère polyamoureuse bisexuelle avec le crâne rasé, c'est pas forcément l'image classique qu'on peut avoir, et vu les réactions que ça engendre, parce que moi je trouve ça pas si grave, mais vu les réactions que ça engendre, on voit à quel point c'est politique. Je pense que vraiment, c'est cette question-là, elle est effectivement éminemment politique. Après, encore une fois, la question de la consommation, c'est pas quelque chose de décroissant, par exemple, le polyamour, mais en l'occurrence, des gens qui décideraient d'aller prendre une ferme dans le Larzac à 5 dans le cadre d'un polycule. Je pense que on est dans un truc très très anticapitaliste. C'est pas mon cas personnellement pour des raisons de choix de vie, mais je pense que effectivement c'était le cas avec la réflexion qui était posée beaucoup par les communautés de San Francisco, des gens qui essayaient d'avoir le même genre de logement. Il y a une série télé qui s'appelle L'amour flou, je crois, qui pose aussi la question de habiter avec un ancien partenaire ou pas très loin pour pouvoir avoir d'autres relations sexuelles tout en gardant le rapport avec l'ancien partenaire. Je crois que la réponse est donnée avec l'achat d'un plateau technique qui est ensuite divisé avec des logements un peu faits sur mesure. Tout ça, en fait, incite à réinventer le monde, ce qui n'est pas du tout le principe du monde dans lequel on vit, donc patriarcal, capitaliste, et ainsi de suite. Je pense que c'est quelque chose de très créatif, le polyamour, globalement. Et en ça, c'est une petite attaque... en fait, c'est la partie la plus fun, presque. Aller détourner le système et aller essayer d'inventer ces trucs, c'est assez fun. Oui, mais peut-être c'est ça, peut-être ce qui est politique aussi, c'est d'affirmer une chose qui est pas soi-disant dans la norme,
d'arriver à constituer quelque chose sans être dans ce que pousse un peu notre société à être dans l'autodésir, c'est-à-dire c'est mon désir, moi je veux ça, donc je veux ça de toi, je veux ça de l'autre, etc. C'est ça qui est ultra compliqué, mais je pense que oui, il y a quelque chose d'affirmation, on dit nos corps sont politiques, mais c'est au sens de... Moi je le comprends aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire... c'est pas tant pour dire à des couples hétérosexuels qui sont en couple depuis 20 ans, vous êtes ringards, vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est pas ça la société. Parce que je l'ai aussi entendu ça, ce côté un peu, on voulait l'aborder, on l'aborde un tout petit peu dans la pièce à un moment, mais du couple qui dit non, mais en fait j'ai l'impression que maintenant si on est en couple et qu'on est fidèle, on est complètement à côté de la plaque, on n'a rien compris au monde. Et c'est vrai, ça, moi ça me fait mourir de rire ce truc-là, et je trouve ça hyper intéressant de le mettre en perspective, de problématiser ces choses-là en fait. La question c'est pas ça, c'est pas de dire vous êtes ringard, si t'as jamais couché avec une femme, t'as jamais couché avec un homme à côté, c'est que t'es vraiment à côté. Donc c'est plutôt d'ouvrir la possibilité c'est plutôt d'essayer de comprendre quels sont les désirs, que tout ça est possible en fait, que tout ça est possible. Et ça ne veut pas dire que la société évolue et que tout le monde va devenir homosexuel, que tout le monde va devenir polyamoureux, que tout le monde va devenir je sais pas quoi. Mais ça paraît un peu naïf, mais il faut quand même le rappeler parfois. Parce que les gens sont un peu perdus avec ça des fois. Ils ont l'impression que la société évolue et que si on veut être dans le coup, il faut... Voilà. Et pareil, que c'est pas un truc de jeunes qui se cherchent. Les gens pensent que c'est des jeunes qui se cherchent. Alors ils ont 3-4 polyamoureux, voilà. On en parlait ce matin, on se disait en fait on a peu de témoignages. Moi j'ai essayé de chercher des témoignages de gens entre guillemets un peu âgés qui vivent par exemple le polyamour. Peut-être parce qu'ils n'ont plus envie de raconter leur histoire et qu'ils la vivent, point. Et qu'ils n'ont plus envie de faire de militantisme avec ça. Mais je trouverais ça assez beau aussi de dire non, c'est pas qu'un truc de petits jeunes qui se cherchent en fait, parce qu'ils sont beaux, mignons, sexy et que tout le monde les veut et qu'ils veulent tout le monde. On est quand même au-delà de ça en fait, que c'est quelque chose qui est là en nous et qui peut exister. Et en ça, je pense qu'il y a une sorte de positionnement politique par rapport au monde qui est une forme d'affirmation. Pour moi, ça vaudrait le coup de creuser cette chose-là, mais la complexité, voilà, c'est entre mon désir, mon petit truc à moi, voilà, le truc très comme ça, très autocentré, et puis une chose qui est juste réelle, sincère, et qui est là en nous et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une super façon de conclure. C'est magnifique. Lucille, veux-tu aussi ajouter un mot de conclusion ? Et moi, j'allais dire que j'adorerais être une vieille dame polyamoureuse. Je le ferai avec. Tu feras un bouquin plaisir. Quand tu seras vieille dame polyamoureuse. On fait notre université dans. Tu seras vieille dans combien d'années ? Je sais pas, ça dépend comment on définit ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment là, c'est pas. Je suis déjà un peu vieille. Non mais on fera un spectacle où tu viendras direct, raconter. Carrément. Je ferai un one-woman show pour raconter mon polyamour. Oh yeah. De ouf. Dans la salle, il y aura que des gens avec qui j'aurais été en couple. Pas une très grande salle. Mais du coup, oui, moi, ce que je vais conclure de la même façon que toi, c'est-à-dire qu'on l'a pas dit avant, et tu as eu raison de le dire, il n'y a pas de prosélytisme qui est fait. Moi, quand j'écris un livre qui s'appelle Polyamoureux, c'est un livre qui s'adresse à tous les gens qui ont envie de relationner, tout simplement, et d'aimer, tout simplement. C'est-à-dire que la question, c'est l'amour, en fait. La question, c'est pas le modèle d'amour. Le but, en fait, c'est de prendre les codes, l'éthique, les règles positives qu'il y a dans d'autres communautés, dans d'autres groupes, dans des groupes de gens qui ont réfléchi à cette question pour enrichir son propre modèle relationnel. Donc j'espère bien que des monogames vont lire mon livre et dire « Ah bah du coup on va se parler plus ». Ce serait génial et c'est vraiment mon but. Je vais pas aller évangéliser des gens qui sont déjà convaincus par le polyamour. Par contre, je pense qu'il y a énormément de choses à changer en bien chez des gens qui sont monogames. Je pense que la question de la fidélité, il faut que tout le monde se la pose. C'est hyper intéressant parce que du coup, qu'est-ce que la fidélité pour l'un, pour l'autre ? Qu'est-ce qu'on peut se permettre ? La pièce le pose aussi. Je pense que c'est vraiment important de se dire qu'il n'y a pas de modèle unique, que quand on parle de nos vécus, de nos modèles, et la pièce d'ailleurs montre pas de modèle unique, c'est important de le dire et de le répéter. On n'essaye pas de dire aux gens alors maintenant vous allez avoir les cheveux roses, vous allez être polyamoureux et vous allez coucher avec tout le monde. C'est absurde de dire ça. En plus, il y a une question, on enlève aussi la question de la fluidité. C'est-à-dire que heureusement, on le voit après je le vois dans mon travail, la vie des gens évolue sans arrêt. Donc il va peut-être y avoir des phases où les gens vont être polyamoureux, d'autres où ils vont être monogames, d'autres où leur orientation sexuelle va changer, où leur
leur identité de genre, ils vont le ressentir différemment. C'est hyper important de dire que la vie, c'est long. C'est de plus en plus long. Et qu'heureusement qu'on peut expérimenter plein de choses. C'est même une énorme richesse. Donc, il ne faut pas le prendre comme une attaque et comme en fait, je suis hors du coup, je suis pas cool. Parce que vraiment, pour le coup, je me lève chaque matin en me disant que je suis pas cool. Enfin, j'ai des ados en plus et je sens que je suis pas cool. Donc globalement, je pense que c'est important de se dire qu'on peut se permettre des choses et qu'au contraire, ce qu'il faut prendre, c'est la question de l'amour et de la possibilité de l'amour. Est-ce qu'on se donne la possibilité d'aimer et d'aimer bien quelqu'un, et la possibilité de la liberté, dans quelle mesure j'ai envie d'être une personne libre qui s'affranchit en l'occurrence de codes qu'on m'impose et qui sont absurdes, arbitraires, et qui sont même pas, n'ont même pas de sens, quoi. Aimons-nous les unes et les uns les autres selon les modalités qui nous conviennent. Hein. Voilà, je pense qu'on peut conclure comme ça. Merci beaucoup à vous deux, merci à toute l'équipe. Merci à tous. Merci à vous pour vos questions. Je rappelle que le livre de Lucille est à la librairie, qu'elle sera là pour discuter avec vous et signer l'ouvrage, et que le spectacle de Joanie est au Cube à 20h30. À 20h. Et jusqu'à vendredi. Merci beaucoup.